Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Les trigger warnings du genre abordés dans cet épisode sont coercition sociale, violence rituelle implicite, ostracisme, fanatisme et deuil. Je resterai sobre, sans description graphique. On parle de littérature, de mise en scène et d'éthique. Il suffit parfois d'un champ étendu trop loin, d'un sentier qui disparaît derrière une haie, d'un proverbe que tout le monde connaît, sauf toi. Le folk horror naît de cet endroit précis, là où un lieu ressemble à un système, là où une communauté vit selon une logique qui n'est pas la tienne, ou un rituel qui n'est pas décoration mais outil. On le résume trop vite en campagne, secte et sacrifice. C'est plus ample, plus sérieux. Le folk horror raconte comment un monde tient debout grâce à des gestes répétés, des tabous, des fêtes qui répondent à une économie et un climat. Et comment ce monde peut se resserrer au point d'écraser ceux qui n'y ont pas grandi, ou ceux qui s'en écartent. Le monstre est souvent secondaire. Ce qui sert, c'est la cohérence des autres. Le genre a ses racines dans la littérature fantastique britannique, bien avant que l'on nomme le genre. Arthur Machen convoque des survivants païens qui n'ont pas besoin d'être expliqués pour inquiéter. M.R. James fait frissonner des paysages plats, un tumulus, un bosquet, un bout de toile qu'on a dérangé. Algernon Blackwood transforme la nature en présence qui écoute. Dans ses textes, il n'y a pas de folklore de carte postale. Il y a des choses à ne pas faire, des dates à respecter, des objets qu'on manie en sachant qu'ils ont été maniés. Le film donnera au mot folk horror une résonance populaire. La triade britannique des années 70, Witchfinder General, Blood on Satan Claw, The Wicker Man, fixe l'iconographie. Un village qui chante à l'unisson, un chant blond, une autorité venue d'ailleurs qui croit apporter la loi et se retrouve absorbée. Un rite final qui justifie l'injustifiable au nom de la communauté. Le cinéma a frappé si fort que l'on oublie trop souvent la profondeur littéraire du sillon. La littérature contemporaine a repris le flambeau avec des angles variés. Adam Neuville dans The Ritual, puis The Reddening, redonne au relief, aux sentiers, aux pierres dressées leur fonction d'épreuve. Andrew Michael Hurley travaille la marée, le brouillard, les processions dans The Loney et Devil's Day. Sarah Moss, avec Ghost Wall, observe un projet pédagogique qui vire à la reconstitution toxique. Michel Pavé remplit l'Angleterre de faits, d'archives et de croyances entêtées dans Wickenhurst. Thomas Tryon, plus tôt, avait donné Harvest Home, modèle cruel et feutré de communautés soudées jusqu'à l'aveuglement. Shirley Jackson, dans The Lottery, prouve en quelques pages que le rituel peut être un geste accepté de tous à condition d'être suffisamment ancien pour qu'on ait oublié pourquoi. Côté États-Unis, Stephen Graham Jones interroge les héritages, la chasse, les dettes entre vivants et morts. John Langan fait du mythe fluvial une affaire d'amitié et de deuil dans The Fisherman, roman qui montre bien comment un lieu garde mémoire. On pourrait déplier encore, tant le champ s'est élargi avec des voix d'Irlande, d'Écosse, de Scandinavie, d'Amérique latine, chacune attentive à ses propres sédiments. L'important n'est pas de dresser un catalogue, mais de comprendre ce que ces œuvres ont en commun. Elles traitent le lieu comme un acteur, la communauté comme une pluralité et un rituel comme une solution locale à un problème réel. Météo, économie, disparition, honte, etc. On comprend alors pourquoi le folk horror reste puissant. Il parle d'appartenance, avant même de parler de croyance. On entre dans ces récits comme on accepterait une invitation. On est nourri, installé, enveloppé, et ce n'est que plus tard qu'on paye. La première moitié des histoires d'emprise fonctionne par joie. Le chant partagé, la table commune, la fierté de faire ensemble, la promesse d'un monde lisible où l'on sait quoi faire le matin.
La peur arrive lorsque cette joie devient devoir, lorsque les mots se resserrent, lorsque le calendrier dicte des sacrifices. Un roman de folk horror qui ne montre que la noirceur manque sa cible. Il faut écrire pourquoi on reste. Dire ce que le folk horror est demande aussi de dire ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas le dédain urbain pour les ruraux. Ce n'est pas une appropriation de rites vivants de communautés identifiables tordus en culte sanglant. Ce n'est pas le musée de l'exotique. Un bon texte de folk invente son rituel à partir de fonctions crédibles. Dans une vallée où les crues emportent les ponts, on salue l'eau au printemps pour cadrer l'angoisse, pour répartir des tâches, pour rappeler qui surveillera la rivière. Dans une presqu'île que la brume coupe du monde, on adopte des signes de seuil pour bien marquer qui passe et pourquoi. Dans une région de faine, on se tait pendant la nidification parce que le silence donne aussi une forme au temps et parce qu'ainsi on écoute la saison. Le lecteur sentira la logique même si tu n'expliques pas tout. La fonction parle mieux que le symbole plaqué. Le lieu impose la forme. Une île dicte la fenêtre d'action. Un hospice de montagne choisit des voies qui se croisent. Une plaine céréalière étire les jours. Une vallée rétrécit les options. Le folk horror gagne en densité lorsqu'il réutilise les mêmes endroits. Revenir 3 fois dans la salle paroissiale, d'abord pour une fête, ensuite pour un vote, enfin pour une veillée. Raconte l'histoire de la communauté sans discours. Le même banc n'a pas la même chaleur selon qui s'y assied. Le même poêle n'a pas la même flamme selon qui est passé avant. Inutile de multiplier les décors si chaque pièce change de fonction sous tes yeux. Le genre aime aussi les seuils. Un pont praticable seulement à marée basse, une porte qui s'ouvre sans poignée, une barrière qu'on franchit à 2 par habitude. Le seuil n'est pas mythique, c'est une règle sociale matérialisée. Le temps est l'autre clé. Le folk horror ne respire pas seulement avec le climat, il respire avec les cycles. Les textes les plus réussis font entendre la saison. On annonce par une fête, on décrit les mains qui coupent l'avoine en regardant la météo, on n'explique pas qu'on a peur du gel, on lit les gestes qui protègent le bétail avant la nuit. On ne dit pas que la communauté est nerveuse, on note que personne ne chante pendant la période de silence et que les volets sont fermés plus tôt sans raison donnée. La liturgie la plus simple suffit. Tu donnes 2 sons par scène, un clapotement, un battement de plancher, un sifflement de vent dans les piquets, tu les repères jusqu'à ce qu'ils deviennent des signaux. La communauté ici n'est pas une foule uniforme. C'est un assemblage de fonctions, de loyauté et d'intérêt. Il y a celles et ceux qui croient, ceux qui feignent de croire pour ne pas embarrasser leurs parents, celles qui profitent des rites pour maintenir une hiérarchie, ceux qui rêvent de partir et se taisent par peur de la solitude, ceux qui accueilleront l'étranger tant qu'il ne bousculera rien, celles qui l'accueilleront même s'il bouscule. C'est parce que ces nuances existent que le final a du poids. Un village unanimement malveillant ne fait pas peur. Un village capable de discussions feutrées, de micro-trahisons par loyauté, là est la tragédie. Écrire les conversations au pas de la porte, les phrases à double sens pendant les processions, les regards détournés quand la règle punit mal, c'est donner au folk horror sa gravité morale. L'ennemi n'est pas toujours le chef. Le danger est souvent le consensus. Il est tentant de chercher du surnaturel partout. Le genre l'autorise, mais il n'en a pas besoin pour être tranchant. L'ambiguïté peut tenir jusqu'au bout si les manifestations restent compatibles avec le monde tel qu'il est. Une marée qui n'obéit pas tout à fait, un feu qui refuse obstinément de prendre dans un endroit où il le devrait, un chant qui s'interrompt sans raison et que personne ne veut relancer. Tu peux ouvrir la porte à autre chose si tu gardes la cohérence au milieu. L'idée est de faire basculer les mêmes signes dans les 2 lectures. Ce que l'on prend pour une présence est peut-être la manifestation d'une règle sociale si ancrée qu'elle est devenue climat. Ce que l'on prend pour une superstition peut être tout simplement une écologie locale qui a appris à survivre à sa manière. Parler des œuvres, c'est montrer les chemins. Chez Hurley, dans Devil's Day, une communauté agricole raconte ses morts et ses naissances avec une mythologie propre. Pas glamour du tout, et la peur tient au fait qu'on ne sait plus qui imprime le récit. Chez Neuville, le bois devient juge et la randonnée perd la fonction de loisir pour devenir traversée initiatique. Chez Tryon, la douceur des fêtes recouvre une politique de reproduction. Chez Moss, l'archéologie amateur tourne au théâtre où le père demande aux autres d'entrer dans son mythe. Chez Pavé, une enfant lit des archives et invente,
à force de lecture, une résistance qui n'a pas besoin de miracle. Côté nouvelle, la leçon de Jackson demeure inépuisable. Côté polar gothique, Sarah Waters montre comment une maison et une classe sociale fabriquent un folklore pour se protéger de la honte et de la dette. Si tu veux sortir d'Angleterre, Samantha Schweblin fait sentir les toxiques d'un sol comme un conte rural contemporain. Mariana Enriquez tisse la ferveur de la politique sans folklore en plastique. Stephen Graham Jones inscrit l'horreur dans la continuité d'histoires qui ne nous appartiennent pas. Chaque fois, ce sont des gestes, des sons, des obligations. Le folklore n'est pas décoratif, il est vécu. On peut écrire du folk aujourd'hui sans revenir aux fossiles rituels. Les paysans ont changé et les économies aussi. Une décharge au bord d'une petite ville jouit de ses propres légendes. Un barrage réinvente une géographie. Des éoliennes imposent des cycles d'entretien. Une station balnéaire hors saison détient davantage de tabous qu'un village médiéval. Les entrepôts d'une zone logistique rythment les insomnies d'un quartier, avec leurs bips et leurs sirènes. Un port industriel à moitié fermé conserve des pratiques de guetteurs et des mots qui ne se disent pas que la nuit. Le folk n'est pas prisonnier de la lande. Il se cache partout où des gestes répétitifs et des contraintes créent du sens. C'est là que tu retrouveras la sensation d'un monde qui décide à ta place. Ce n'est pas trahir le genre, c'est le ramener à sa définition. Des rituels fonctionnels, un isolement réel ou symbolique, une communauté qui parle de la même voix, sauf quand elle se fissure. Reste la question éthique. Le genre aime les traditions, mais les traditions sont vivantes. Et il y a des personnes pour qui elles ne sont pas fiction. On peut s'inspirer d'une structure. Fête de fin de saison, veille des morts, partage de ressources et inventer des gestes compatibles avec la géographie de son récit. On évite de piller les rites identifiables en les déformant pour obtenir du spectaculaire. On évite surtout de présenter la ruralité comme une bêtise organisée. Le folk n'a pas besoin de mépris de la campagne, c'est l'étude des pouvoirs qui s'y dépose. Ce qui écrase quelqu'un dans une vallée pourrait écraser de la même façon dans un immeuble si on reconstruit les mêmes dépendances. L'ennemi n'est pas l'accent, c'est l'accord tacite qui dessaisit. Je t'ai promis des outils d'écriture, pas des recettes. Ils se glissent dans la prose et dans l'oreille. Commence par la fonction. Choisis un rituel qui prépare quelque chose de concret. Il peut s'agir d'une sécheresse, d'une disparition, d'une honte collective dont on ne parle pas. Écris la cérémonie au présent en entrant tard quand tout est déjà en place. Suis une seule personne. Donne l'impression qu'elle sait quoi faire même si elle doute. Calibre un geste pivot, celui qui transforme la réunion en acte. Évite de coller des adjectifs antiques à tout. Préfère les signes pratiques. Une corde qui passe de main en main parce que personne ne doit la garder chez soi. Un bol de sel renversé dans la terre avant de couper une branche. Un chant qui change de tonalité quand les enfants se taisent. Tout le monde comprendra sans anthologie. La langue ensuite. Une communauté se reconnaît à ses formules. Inutile d'inventer un patois. Un rythme suffit. Les phrases où nous installer, les pronoms qu'on évite, les proverbes qui ne tombent jamais tout à fait au même endroit. On voit vite si un texte a une mémoire. Le lecteur doit entendre que tu connais les matins ici. Écris l'odeur d'une cuisine quand on y fait bouillir de l'eau sur un vieux poêle. Écris ce que produit le vent quand il traverse toujours la même cour. Écris les chaussures laissées à la porte et pas alignées. Le détail familier dit davantage que 3 pages d'explications. Le folk adore les traces, les indices d'un monde qui se maintient en se répétant. Le point de vue compte autant que le décor. Raconté par un extérieur ouvre sur la paranoïa. Raconté par un intérieur ouvre sur la tragédie. Si tu choisis la première option, tu te tiens au plus près de l'expérience sensorielle. L'étranger ne sait jamais exactement ce qu'il voit. Il est mûr pour l'erreur d'interprétation. Le risque est d'en faire un juge. Tu l'éviteras en lui donnant une dette, une faille, un amour mal rangé, quelque chose qui le rend autant demandeur que suspect. Si tu choisis la seconde, tu joues la loyauté. Ton narrateur ou narratrice doit t'aimer les siens, au point de risquer la mauvaise décision. Les textes les plus forts sont ceux qui maintiennent presque jusqu'au bout les raisons d'aimer, puis montrent le prix. On ne condamne pas depuis un balcon, on souffre depuis une table commune. L'ellipse est la ligne de vie du genre. Un rituel sanglant, montré comme une exposition, perd son pouvoir et devient un trophée. Tu entres tard, tu coupes au moment de l'atteinte, et tu reviens sur l'après. Les visages encore rougis, les outils rangés trop vite, le chant qu'on essaye de reprendre mais qui tremble à la 3e note.
La peur ne vient pas dans les gros plans, elle vient dans les conséquences, dans la manière de marcher, de parler, de se toucher 1 heure après. La même règle vaut pour les enfants qui apparaissent dans ces histoires. On ne les instrumentalise pas. On écrit leur point de vue avec précision, sans les réduire à des causes. On les protège en littérature comme on devrait les protéger dans la vie. On ne gagne rien à les exposer. Tu peux composer un récit entier sur la notion de seuil. Un chemin ne se prend qu'à 2. Un promontoire n'est jamais gravé. Un nom n'est prononcé qu'à l'intérieur de la grange. À chaque seuil, une décision différente. C'est ainsi que le folk devient un outil de dramaturgie durable. Tu construis un monde où les gestes ont été testés pendant des générations. Ton héros en brise un sans le savoir. Tout le reste est logique. De même, les objets ont leur gravité. Pas les artefacts magiques, les choses usées. Une cloche de vache, un tablier, une bêche qui a servi trop souvent. Un couteau qu'on aiguise sans regarder. C'est ces objets qui font rentrer le lieu dans la chair du lecteur. On peut aimer ce genre pour sa beauté brute autant que pour sa capacité à rendre lisibles des mécanismes de pouvoir. Il nous parle dans un moment où beaucoup cherchent des liens, des communautés, des familles choisies, des projets locaux. Il met en garde contre ce que toute communauté a de plus dangereux quand elle est trop sûre d'elle. Le folk horror n'attaque pas la solidarité. Il attaque l'idée qu'une solidarité peut tout justifier. Il ne déteste pas les rites. Il s'inquiète des rites qui oublient leur fonction et ne servent pas qu'à reproduire une hiérarchie. Il ne raille pas la foi, il refuse la foi qui a besoin d'une victime. Pour finir, je veux redire combien ce chant est large et mobile. On peut le jouer à voix basse, presque naturaliste, avec une simple histoire de village côtier qui refuse un projet et se soude contre l'idée. On peut le jouer à voix haute, avec une mythologie inventée qui convoque les saisons en tant que personnage. On peut le croiser avec le polar, avec le roman social, avec la chronique familiale. On peut surtout le sortir de l'Angleterre sans le trahir. Le monde est plein de petits folk personnels, des fêtes municipales figées qui dictent la météo intérieure d'une ville, des cérémonies sportives qui organisent une vie entière, des vocabulaires techniques qui deviennent des morales. Partout où un groupe vit selon une règle qui a oublié qui l'a écrite, le folk guette. Tout est dans le mouvement. Une communauté, un lien, un temps, une langue. Si tu entres, tu manges, tu chantes, tu te tais, tu regardes la mer avec les autres et tout à coup, la règle se montre nue. C'est là que le genre sert. Non parce qu'il te frappe avec un symbole spectaculaire, mais parce qu'il t'a mis à table longtemps avant de présenter l'addition. Si tu écris, si tu lis, si tu filmes, garde cette lenteur honnête. C'est le meilleur compliment que l'on puisse faire à ce vieux cœur battant qu'est le folk horror. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode sur le genre folk horror. N'hésite pas à me partager ton avis dans les commentaires. Si tu souhaites poursuivre le débat avec moi sur Instagram, je te retrouve à 50 nuances d'horreur. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.